Pour beaucoup, c'est une dream car. Mais comme on dit, l'amour rend aveugle. Donc, je vais quand même vous parler des défauts des RX-7. Bon, vous connaissez un petit peu les problèmes des RX-7. Hein. Vous allez tout de suite penser à rebuild, compression, conso d'huile, etc. Mais ça, c'est des problèmes inhérents au moteur rotatif. D'accord? C'est pas forcément des problèmes que vous allez retrouver sur toutes les RX-7. Et honnêtement, c'est juste une petite facette des problèmes qui se cachent au niveau de ces voitures-là. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu des problèmes qu'on peut trouver sur ce genre de voiture, parce que ça reste quand même la dream car de beaucoup de gens. Hein. Franchement, ils sont aveuglés par cette voiture en se disant « purée, c'est un truc de dingue, etc. » Mais voilà, comme toute voiture, il y a besoin d'une attention relativement particulière et je vais vous en parler aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, je suis propriétaire d'une RX-7 FD3S. Elle a quelques petits soucis, sinon je ne l'aurais pas acheté. Hein. Vous me connaissez, j'aime bien mettre mes mains dans le moteur et surtout, j'ai toujours rêvé de travailler sur un rotatif. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, celle-ci a quelques petites bidouilles à faire, autant que je l'achète, que j'apprenne et ensuite, voilà, profiter, surkiffer. Ça reste une voiture, c'est une légende du JDM avec la GT-R 32 et la Supra, tu vois. Il y en a d'autres, blablabla. Mais bon, celle-là, pour moi, elle fait partie du top 3 des JDM légendaires. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas l'acheter? Se faire un bon kiff, un bon plaisir avec une voiture comme on n'en fait pas et pouvoir rentrer un petit peu dans le monde du rotatif. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, quand vous pensez à rotatif, tout de suite, vous pensez à rebuild, etc. etc. Donc ça, c'est des problèmes que vous allez retrouver sur tous les moteurs rotatifs. Donc les RX-8, les RX-7, les FB, FC, FD, enfin bref, sur beaucoup de moteurs rotatifs, vous allez avoir ce genre de problème. Moi, je vais vous parler des problèmes vraiment liés à ma voiture perso, ok? Donc pas à toutes les RX-7, mais aussi vous parler des petits problèmes qu'on peut rencontrer si jamais vous avez envie d'acheter une RX-7, d'accord? Donc là, on va commencer par l'extérieur. Je vais vous parler un petit peu, etc. Vous donner mon ressenti, évidemment. C'est juste mon ressenti. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous avez le droit d'avoir votre opinion. Mais voilà, c'est seulement mon avis. Mon avis en tant que proprio. Hein, je ne suis pas un testeur de voiture, ça c'est ma caisse. Donc je vais vous dire un avis franc. Et donc le but, c'est pas de dézinguer la voiture ou de lécher des culs. C'est juste de vous dire ce qu'il en est factuellement. D'accord? Allez, c'est parti. Bon, ma petite Corvette japonaise, je la trouve vraiment mignonne personnellement. Mais il y a un petit truc qui fait tâche. Vous le voyez tout de suite, hein, c'est la petite lame. La voiture va avoir bientôt 30 ans. C'est un modèle de 92 pour la mienne. Donc c'est une E-Fini type R. Donc qu'est-ce que c'est que E-Fini? Vous voyez, c'est ce petit badge-là. Pour vous la faire simple, avant, Mazda adorait donner des noms à toutes ces gammes de voitures. Par exemple, les MX-5, c'était pas Mazda MX-5. À l'époque, c'était Eunos Roadster. Donc, il y avait cette petite marque Eunos qui était réservée surtout aux voitures un petit peu excentriques. Ensuite, vous aviez d'autres marques. Hein. Vous aviez par exemple Mazda, il y en avait une autre, je ne sais plus. Enfin bref, il y avait plusieurs marques chez Mazda. Le département un peu luxe, c'était E-Fini. Et va savoir pourquoi ils ont mis du coup le logo E-Fini sur une RX-7. Moi, je l'aurais plus mis dans la gamme des Eunos, tu vois, un petit peu comme la MX-5. Mais Mazda ont décidé de s'appeler E-Fini et de commencer à commercialiser cette voiture sous cette marque. Mais si je vous raconte tout ça, c'est juste pour vous donner un petit contexte, l'âge de la voiture, etc., etc. Donc, maintenant que vous savez qu'elle est un petit peu ancienne, on peut la pardonner, tu vois. On peut pardonner le fait que la lame soit de cette couleur-là. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, je vous parle donc des défauts. Et ça peut en faire rebuter plus d'un. Vous voyez, du plastique comme ça cramé, ça fait chier. Bon, la voiture a bientôt 30 ans, mais voilà quoi. Ça, tu te dis qu'il va falloir peut-être poncer et repeindre. C'est un petit billet quand même, mais bon, voilà, c'est un peu chiant. Donc, comme vous l'aurez compris, les plastiques vieillissent plutôt mal au niveau des RX-7. Et je vais vous montrer d'ailleurs un deuxième exemple. Regardez, vous voyez ici, les poignées, c'est du plastique. Et le problème, c'est que si un jour ça gèle et qu'on force un petit peu l'ouverture, ça risque de casser la poignée. Alors en soi, la poignée, c'est pas très compliqué de la remplacer, loin de là. Le seul problème, c'est que du coup, ça coûte un billet. Et les pièces sur les RX-7, c'est vraiment très cher. Me demandez pas pourquoi, c'est très dur. Même d'occasion ou comme vous voulez, neuf ou peu importe, ou aftermarket, c'est très cher. La pièce que je vous ai montrée, il y a de l'aftermarket qui a été fait pour corriger ça. Donc il y a des petites poignées qui sont en métal, qui peuvent être achetées dans certains stores américains. Mais voilà. Dites-vous que les plastiques sur une
RX7, c'est assez fourbe. D'ailleurs, j'en ai fait la très mauvaise expérience avec cette petite partie-là. Vous voyez, elle s'est cassée. Donc du coup, tout ce que je vais faire, c'est rajouter de la petite colle époxy et ça va pouvoir se refermer comme avant avec le petit bitonnier aussi. Mais voilà, vous voyez, comme quoi les plastiques, du coup, peuvent s'abîmer très facilement. Sinon, au niveau extérieur, je crois pas avoir grand-chose à lui reprocher. Franchement, elle est très jolie telle qu'elle est. Pour ceux qui reconnaissent au niveau des phares, moi j'ai les phares un petit peu comme la RX7 de Dom, tu vois, dans Fast and Furious 1. Donc c'est un carré ici, avec un deuxième carré là. Et là, tu as les petits feux de marche arrière, les feux de recul. Donc ici, ça c'est ce qu'on a sur les phases 1. Vous trouvez sur les nouvelles phases avec des petits ronds à l'intérieur. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi j'aime très bien comme ça, je trouve ça super stylé. Putain, c'est l'arrière, je trouve, qui lui donne le plus de style à cette voiture. C'est incroyable. Je trouve, comme je vous disais, je trouve rien à lui reprocher. Bon, peut-être l'antenne ici, c'est un petit peu de l'abus parce que là, vous la voyez comme ça, mais elle le monte, elle monte. Regardez, je vais vous montrer, vous allez péter un câble. C'est de l'abus. Franchement, c'est vraiment de l'abus. Là, je vais vous parler d'un petit défaut avec les phares. Tant qu'on est sur l'extérieur, qui fait vraiment chier. Si jamais un jour vous avez une RX7 et que vous décidez de la baisser, faites attention à pas trop la rabaisser. Tout simplement parce que ça frotte. Vous allez frotter vos pare-boues dans tous les sens. Vous allez me dire, beaucoup de voitures rabaissées sont comme ça. Là, la mienne n'est pas extrêmement rabaissée. Vous voyez, elle n'est pas claquée au sol. Là, il y a 2 doigts, quoi, tu vois. Donc, elle n'est pas rabaissée au max. Elle est juste ce qu'il faut pour qu'elle soit, on va dire, confortable et assez basse. Donc, honnêtement, faut faire attention parce que du coup, vous allez devoir couper tout ce qui est pare-boue. C'est une opération qui est très courante sur les RX7. Mais le problème, si vous faites ça, en fait, il y a beaucoup d'eau qui va s'infiltrer et du coup rentrer à l'intérieur des phares, ce qui va les rendre opaques. Et vous n'avez pas envie d'avoir des vieux phares opaques dégueulasses. Malheureusement, il y a beaucoup de RX7 qui ont du coup des phares vraiment très ternes, très opaques à cause de ça, parce qu'elles sont basses. Donc, une voiture trop rabaissée, c'est synonyme de merde au niveau des phares. Et ça, c'est relativement chiant. Déjà qu'on voit rien la nuit avec, c'est pour ça que je lui ai mis les petits fog lights. Autant vous dire que vous n'avez pas du tout envie de perdre de la vision. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'intérieur. Vous allez voir, c'est plutôt stylé. Franchement, je trouve ça vraiment cool. Bon, ça, c'est un petit peu custom, hein, parce que normalement, c'est noir. Vous n'avez pas de trucs rouges. Mais bon, les rappels rouges, je trouve ça quand même rigolo. Je trouve ça vraiment sympa. Ça donne quelque chose à la voiture. Heureusement qu'ils n'ont pas fait la console centrale en rouge. Ça aurait été vraiment cheap et moche. Mais bon, bref. Donc là, vous voyez, moi j'ai les tapis d'origine, tout ça, c'est mignon, c'est beau, elle paraît vraiment belle. En plus, les versions japonaises, vous avez du coup des sièges à l'arrière. Et franchement, c'est vraiment kiffant. Après, je vous avoue que je les ai pas essayés, les sièges à l'arrière, hein. Et honnêtement, j'ai pas envie de les essayer. Pour moi, c'est plus une place pour la bagagerie qu'autre chose. Mais c'est pas ça que j'ai envie de critiquer. Bon, à la base, je sais pas, pour moi, c'est comme une MX-5, tu vois. T'as pas besoin de place à l'arrière, c'est une voiture égoïste. Le problème que je trouve à redire dans cette voiture, c'est les vibrations qui sont provoquées du coup par les plastiques. C'est une voiture qui est réputée pour avoir des plastiques en fait qui sont de très mauvaise qualité. Il y en a qui vont dire non, c'est de bonne qualité, mais arrêtez d'être hypocrite. C'est pas vrai. C'est vraiment très mauvaise qualité pour moi. Enfin, à mes yeux, je trouve qu'il y a beaucoup de bruit de tremblements, de vibrations, de conneries à l'intérieur. Surtout qu'en théorie, un rotatif, c'est censé être doux, tu vois. Mais c'est pas vrai. Un rotatif, c'est quand même... ça vibre, hein. Ça vibre vraiment. Donc, dans cette voiture, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de bruit de vibration. Écoutez ça. Et ça, ça gâche un petit peu le plaisir. Là, je vais toucher un autre endroit. Vous voyez, c'est horrible. Et surtout, le fait que c'est une voiture qui a 30 ans. Si jamais vous démontez quelque chose, c'est mort. Vous êtes sûr de casser quelque chose. Je trouve que la qualité par rapport à une MX-5, c'est pire. Écoutez ça. C'est pas acceptable. Regardez. Non, regardez. Enfin, vous voyez, c'est pas... Non. Après, le volant est en bonne condition, ça c'est cool. Mais vous voyez, tout ce qui est plastique... C'est sujet à beaucoup de vibrations pendant que vous roulez.
et c'est pas forcément extrêmement agréable. Alors là, vous voyez, il y a un petit bouton manquant. Apparemment, il est resté dans les mains de l'ancien proprio. Je l'ai acheté. Là, vous voyez, il s'est cassé à cet endroit-là, donc c'est juste un bouton qui se plug. Heureusement que c'est pas à l'intérieur le mécanisme, parce que j'aurais été fucked. Mais là, vous voyez, tout ce qui est plastique de 30 ans, c'est fragile, ça vibre, ça tremble. Il y a beaucoup de gens sur les chaînes YouTube américaines qui modifient ça. Ils désossent entièrement leur voiture, foutent de l'insonorisant partout. Et surtout, ils mettent du double face partout au niveau des, justement des plastiques, surtout au niveau des jointures, histoire de plus entendre ce bruit. C'est quelque chose de très très connu sur les RX-7. Vous ne trouverez pas un seul proprio de RX-7 qui va vous dire « Ah ouais, non, la mienne, elle vibre pas. » C'est impossible. À moins que ce soit le grand hypocrite qui veut vendre sa caisse comme jamais, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est très très connu. Et en plus de ça, comme c'est connu, les pièces d'intérieur coûtent extrêmement cher. Vraiment très cher. Et comme c'est une voiture aussi qui attire beaucoup les puristes, les pièces d'origine sont très 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 chères. C'est plus simple d'acheter des pièces custom. Même des pièces en fibre de carbone, ça coûterait moins cher que de l'origine. Et ouais, c'est une voiture qui est dédiée aux puristes avec la cote grimpante. Et les gens essayent de trouver des exemplaires le plus stock possible. Voilà la raison. Maintenant, je vais vous parler d'un petit défaut, voilà, qui est... C'est même pas un défaut, mais bon, voilà, faut dire ce qui est. Le RHD, c'est spécial à prendre en main. Surtout sur une RX-7, mais bon, c'est pas une voiture qui est traître comme une 370Z comme la mienne que j'avais, donc en vrai ça se prend en main plutôt facilement, donc je vais pas critiquer le gabarit et puis je vais pas critiquer non plus tout ce qui est visibilité, parce qu'en vrai on a plutôt une large visibilité et on peut remercier aussi ces très grands rétroviseurs. Donc je trouve ça vraiment vraiment sympa. C'est lumineux à l'intérieur, même si on a le toit noir, donc il est en une espèce de cuir, vous voyez. Mais franchement, c'est assez sympa. Je trouve ça cool. Les baquets sont en bon état. Ça veut dire qu'ils doivent être de très bonne qualité. Le petit truc, moi, par contre, qui me surprend un peu, c'est la conso. Alors oui. C'est un rotatif, ça consomme, etc., etc. Mais on n'est pas sur la petite conso. Là, on touche beaucoup plus des 20 litres au 100. Là, vous connaissez, on est dans une période en plus qui est assez compliquée en termes d'essence et tout. Mais on est autour de 20-25 litres. Quand on aime, on compte pas, je veux bien, mais ça reste quand même très très cher niveau budget. Je pense que je peux faire 400, 500 km grand max avec un plein de 75 litres. Ça pique, vraiment ça pique. Là aujourd'hui on est à 140 € le plein pour faire 500 km grand max. Et franchement 500 km c'est quand tu es sur autoroute et que voilà, tu es à 110, 130 et que voilà, tu fais pas d'excès. Ça reste quand même un budget. Alors, en plus de ça, il va falloir faire un prémix, donc mettre de l'huile, un peu comme les motos, de l'huile de temps grosso modo, à l'intérieur du réservoir. Cette huile coûte 20 € le litre. Je peux vous dire aussi que ça fait mal. Et on met du coup de l'huile dans le moteur, et je vous montrerai tout ça dans une vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais on fait ça histoire de protéger les joints apex au niveau du moteur, tout simplement, au niveau des rotors. Ça sera détaillé, ne vous inquiétez pas. Mais en gros, on est obligé de faire ça pour rallonger la durée de vie du moteur. Sinon, voilà, on risque d'avoir des problèmes, les fameux rebuilds, etc., les moteurs qui cassent. À part ça, sinon, tout va bien. Donc la mienne n'a pas de rebuild en prévision ni rien. Par contre, elle a ce qu'on appelle le Rat's Nest. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un truc, je vais vous mettre une image quelque part. C'est un plat de spaghetti qui se trouve sous le collecteur. Donc vous voyez ici, on a une petite durite. Ici, on a ce qu'on appelle des check valves, donc des clapets anti-retour. Ici aussi. Là, vous voyez, il y a par exemple une manoucherie. Clairement, regardez-moi cette manoucherie. Il y a quelqu'un qui a mis des riselants avec une vis. Enfin bref, à mon avis, il y a beaucoup de conneries à faire parce qu'il y a un problème au niveau du moteur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Quand on roule, vous voyez, regardez-moi ce compteur. Il comprend même pas ce qui se passe. Alors ce que vous venez de voir là, c'est relativement rare. Il a fait ça pour la vidéo, je suis content, comme ça je ne vais pas paraître pour un con lorsque je vais vous en parler. Mais il y a un petit souci avec le moteur, donc le fameux Rat's Nest. À quoi sert le Rat's Nest? C'est super simple, c'est des durites de dépression d'air. Voilà, donc chargé justement du contrôle avec beaucoup de solénoïdes, des deux turbos, parce qu'il y a deux turbos dans une RX-7. Donc il y en a un dans la plage courte au niveau des tours minutes et un qui s'active à partir de 4500 tours minutes. Donc là vous voyez, on est en 3000 tours minutes. Lorsque je vais accélérer, hop, là je suis pied au plancher. J'ai un trou à l'accélérateur et la voiture n'accélère plus du tout. Et là, une fois qu'elle dépasse, elle accélère. Donc vous voyez, ça c'est un très gros problème. Donc en gros,
gros, voilà, il y a un petit problème avec mon moteur. Il y a des coupures et c'est pas une coupure, on va dire au niveau de la pompe. C'est pas un problème avec le turbo. C'est que le turbo ne charge pas parce que tout simplement les solénoïdes, qui sont réputés aussi pour être une défaillance avec le Rat's Nest, les solénoïdes sont pas forcément très fiables. Et ça, c'est un problème qui est réputé sur les RX-7. Le Rat's Nest, donc le Nidra, si vous voulez en français, ça c'est un problème récurrent sur les RX-7. C'est un problème récurrent parce que les espèces de petits tuyaux ne sont pas en silicone d'origine et résistent très mal aux vapeurs d'huile, à la chaleur, aux années et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc c'est une opération qui est quand même très courante, très courante, beaucoup plus que les rebuilds. Généralement ça, même sur les FC, FB, etc., vous avez ce problème. Donc moi évidemment la mienne, je pense qu'il y a, comme je vous ai montré, une gitanerie dessus, hein, clairement, parce que mettre des vis pour couper l'arrivée d'air ou je ne sais quoi, franchement c'est de la merde. Donc moi j'ai décidé de m'en occuper, hein, vous connaissez la maison de toute façon, la mienne sera intacte, enfin j'espère, mais voilà. Donc ça c'est un problème qui est commun au niveau des RX-7, il y a des gens qui le simplifient, et il y a des gens qui en ont tellement marre de cette merde, qui décident de passer en single turbo. Ils en ont marre du turbo séquentiel qui charge quand il a envie, qui a toujours des problèmes. Donc single turbo, fin de l'histoire. Il y a un peu plus de lag, mais voilà quoi, il y a beaucoup plus de fiabilité, ça chauffe 2 fois moins, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi j'ai envie de garder quand même l'âme de la RX-7. Voilà, elle est en turbo séquentiel, il n'y a pas des tonnes de voitures, je crois que c'est l'une des toutes premières à avoir le turbo séquentiel. Donc honnêtement j'ai pas du tout envie de le perdre. Donc moi j'ai décidé de réparer tout simplement. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de un peu moins fiable que voilà, j'ai même pas envie de faire de prépa sur cette voiture pour le moment. Même si en plus j'ai l'impression que ma voiture n'est pas totalement stock. Il y a quand même un FC Commander. Je pense que de toute façon, si tu veux raccorder un FC Commander, il te faut le petit calculateur qui va avec. Donc je pense pas que la voiture a sa map d'origine et c'est peut-être un problème. Regardez, hop, vous voyez, comme c'est chiant. Mais une fois qu'elle a réussi à passer les 4000, ensuite ça roule, hein. Mais ça, vous voyez, c'est des petits problèmes. Les solénoïdes donnent mal l'information, la voiture ne sait même pas comment elle doit se comporter. Et voilà ce que ça donne. C'est un problème facile à résoudre. Enfin, à mes yeux, c'est pas très compliqué. Je pense que je vais vous faire des belles vidéos là-dessus. On va résoudre les problèmes moteurs de cette RX-7. On va en faire une bombe et on va la mettre sur le banc juste après. J'ai envie de savoir combien de chevaux elle fait. D'origine 255. On va voir si c'est du mytho ou pas. En tout cas, voilà pour moi les défauts principaux de la RX-7 sans rentrer dans le salut, il manque un rebuild, des blablabli que tout le monde connaît. Pour moi, si vous voulez une RX-7, préparez-vous quand même au-delà du rebuild d'un budget Rat's Nest. Donc ce que je viens de vous montrer comme problème, vu qu'il est courant, c'est pas très cher, hein. En soi, les solénoïdes, vous pouvez les tester, hein. Vous pouvez voir celui qui marche pas. Généralement, le solénoïde, il est à 40 €. Les durites, vous achetez pour 10 mètres de durite, 10, bah allez, vous allez en avoir grand max pour 150 balles et vous le faites dans un week-end. C'est pas un truc très cher, c'est juste un peu chiant à faire, voilà. Donc sinon, à part ça, la famille, le dernier défaut que je trouve à redire à cette voiture, qui est quand même pour moi très chiant, mais très important aussi, c'est que c'est une voiture qui est méconnue. Le fait qu'elle soit méconnue, vous trouverez moins de spécialistes pour vous occuper de votre rotatif. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est très compliqué. Le deuxième truc aussi qui est très chiant, je viens de m'en apercevoir, regardez-moi ce volant là, oh putain de merde. C'est parce que d'origine, il me semble que vous avez des jantes 16 ou 17 pouces. Moi, je suis chaussé en 18 pouces, je pense que l'ancien proprio n'a pas fait de géométrie. Donc du coup, voilà, c'est rien ça, hein. Si vous voyez le volant trembler, une géo, et on a terminé à tout jamais de parler de ce problème. Mais bon, voilà, le fait de ne pas trouver de spécialistes, c'est un peu dérangeant. Il y en a, mais ils sont pas forcément là où j'habite. J'ai pas envie de faire 600 bornes pour voir un spécialiste laisser ma voiture, galérer à trouver comment faire pour rentrer chez moi, gna 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 gna. Donc si vous achetez une RX-7, vous l'achetez en connaissance de cause. Vous savez que en plus, elle demande un entretien très particulier, avec de l'huile particulière. Au lieu de le faire tous les 10 000, vous devez le faire tous les 5 000. Bref, c'est une tanasse. Moi, je vous propose en tout cas, si vous avez envie d'avoir une RX-7, de vous renseigner énormément sur les forums américains. Il n'y en a pas beaucoup en France, même si les proprios français sont quand même relativement cool et veulent vous aider parce qu'ils sont tous forcément passés par tous ces problèmes. Donc il y a une sorte de coopération, de cohésion, de tout ce que vous voulez. Mais voilà, faut savoir quand même que si vous
vous achetez une RX-7, va falloir quand même mettre les mains dedans, d'accord? Vous n'allez pas vous dire ok, je vais en profiter, je vais ressouiller comme un enculé et derrière la voiture va tenir. Non, elle demande vraiment de l'entretien. Donc voilà la famille, je pense que là on a fait le tour des défauts de ma RX-7 et des RX-7 d'un point de vue général. Au final, ma RX-7, elle a quoi comme problème? Vraiment, il y a ça. Je vois pas ce qu'il y a d'autre. Il y a peut-être un petit peu les combinés filetés qui grincent, mais de toute façon j'avais prévu de les changer. Bref, tout ça vous allez voir. C'est comme la MX-5, hein. Je vais vous montrer, je vais bien documenter tout ce que j'ai fait et ainsi de suite. Je vous laisse la famille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Si ça vous a pas plu, pouce bleu. Si vous êtes des puristes, ne vous abonnez pas surtout, parce que ici, vous connaissez, c'est une chaîne de passionnés. On accepte tout le monde, on accepte les choix de tout le monde, les avis de tout le monde. Et j'espère que ce contenu sur ma RX-7 va vous plaire, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur le YouTube français. D'accord? Donc surtout...